Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Cette semaine encore, nous allons nous atteler au décryptage de l'actualité mondiale. Alors vous l'avez vu, il y a eu de nouvelles discussions, des négociations à Genève. Elles portaient à la fois sur le dossier ukrainien et sur le dossier proche-oriental. Néanmoins, aucun des deux n'a véritablement avancé. C'est un statu quo qui semble coller finalement au calendrier de Donald Trump. Pour autant, dans cet exercice, on a le sentiment que l'Europe, et de surcroît la France, peinent à imposer leur tempo. Alors nous allons évoquer toutes ces questions dans un instant, mais avant, comme chaque semaine, j'ai besoin de votre soutien. Alors n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air. Vous savez que c'est très important pour l'algorithme sur YouTube, et vous savez qu'en ce moment c'est très difficile. Pensez également bien sûr à relayer au maximum cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ou si ce n'est plus en cours, puisque YouTube fait des petites blagues aussi sur ce sujet-là. Et puis bien sûr, je vous retrouve tout de suite dans les commentaires au fur et à mesure de cette émission. À tout de suite. Et à mes côtés pour cette nouvelle émission, François Martin. Bonjour monsieur. Bonjour Élise. Merci beaucoup d'être à nouveau à mes côtés pour ce nouveau Samedi Politique. Ravi d'être là, vraiment. Eh ben, c'est un plaisir partagé, monsieur. Je vous présente quand même pour ceux qui vous découvriraient aujourd'hui. Vous êtes diplômé de l'ESSEC, fort d'un MBA à HEC. Vous avez fait l'INEGI, l'IHEDN. Vous avez travaillé dans le commerce international. Je crois que vous parlez 6 langues. Oui. Vous avez bourlingué, comme on dit, un peu partout sur la planète. Beaucoup. Et vous avez aussi fondé plusieurs cercles de réflexion, particulièrement en géopolitique, et je parlerai notamment du cercle Eleutheria que vous avez cofondé avec Paul-Marie Couteau. Et puis bien sûr, vous publiez très régulièrement des ouvrages, notamment sur la question géopolitique. Vous avez publié Le chaos du monde, tout récemment chez Jean-Cyril Godefroy. Et bien sûr, c'est un ouvrage, comme les précédents, qu'on peut trouver sur la boutique de TVL, sur tvl.fr. Alors François Martin, dans cet ouvrage, on comprend bien que Donald Trump est un peu le fil rouge. Globalement, vous revenez sur retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et puis, vous dressez un constat géopolitique. Finalement, on est 1 an après son retour au pouvoir et globalement, on pourrait considérer que Donald Trump a apporté sa part à ce fameux chaos du monde que vous décrivez. Complètement. D'abord, Donald Trump, c'est un Gengis Khan moderne. Enfin, je veux dire, partout où il se passe quelque chose. J'ai rarement vu dans l'histoire du monde un homme qui fait bouger toutes les lignes, enfin. Pour un type qui a 80 ans ou presque, c'est un phénomène absolu. Il faut quand même le dire. Bon, son histoire politique est extraordinaire. Son histoire de son entreprise est tout à fait extraordinaire. Je détaille. Vous revenez d'ailleurs. Il y a une partie tout à fait autobiographique sur Trump dans cette annonce. Oui, absolument. Oui, absolument. Et si vous voulez, aujourd'hui, c'est clair qu'il participe du chaos. Et puis, il participe aussi peut-être de la reconstruction, même si on ne le sait pas encore, en fait. Ceci pour une raison très simple dont nous avons parlé tout à l'heure avant l'émission, c'est le fait qu'il a dans son camp, comme le général de Gaulle en 58, et à un moment donné, je fais le parallèle dans mon livre, si vous vous souvenez, d'une part, des gens modestes et le peuple qui s'inquiètent de sa situation, soit à cause de l'appauvrissement qui a lieu aux États-Unis, soit à l'époque de la France, de la guerre d'Algérie. Et puis d'un autre côté, des gens qui sont des nostalgiques de la grandeur de la France ou de la grandeur de l'Amérique, qui, eux, voudraient qu'on refasse de la conquête, enfin, qu'ils l'ont appelé pour redresser. Or, ces deux populations ont à part le fait d'avoir choisi le dirigeant, toutes les deux, elles ont des attentes antinomiques. Les unes sont pacifistes plutôt, et les autres sont bellicistes. Donc, si le dirigeant, et c'est le cas de Trump, et c'est ce que je pense qu'il veut faire, veut redresser le pays, il est quelque part obligé de trahir les bellicistes, parce que il va dans le sens des bellicistes, qui sont puissants, dans un cas comme dans l'autre, il trahit les pacifistes qui sont le peuple qu'il a élu. La fameuse base MAGA. Voilà, donc il est obligé de jouer entre les deux,
Et tout ce que l'on voit aujourd'hui s'explique par cette espèce de dualité. Alors, il s'en sort d'une façon générale en faisant semblant de taper, en ne tapant pas. Mais tout son affaire, c'est de gagner du temps progressivement pour faire en sorte de transformer les guerres en opportunités d'affaires, je vais dire ça comme ça. Est-ce que c'est vraiment un faiseur de paix au sens du cœur? Je pense qu'il a le cœur à la place du portefeuille, en grande partie. Ce qui l'intéresse, c'est la prospérité de l'Amérique d'abord. Voilà. Alors, cette déconnexion, entre guillemets, de cet électorat Trump, finalement, on le connaissait d'avant, puisque on sait très bien qu'il a un peu tordu le bras à l'électorat républicain pour être soutenu, et que globalement, il s'est imposé parce qu'il avait éliminé toute autre possibilité de candidature. Mais en réalité, ces gens, ces bellicistes, où on pourrait citer évidemment le fameux Lindsey Graham comme l'une des figures principales, et qui s'est imposé aux côtés de Trump dorénavant, parce qu'on le voit évidemment dans l'avion aux côtés de Donald Trump, on le voit déclarer que le prochain pays sur la liste, c'est Cuba, quand il va falloir intervenir, etc., etc. Mais globalement, ces gens se sont rabattus sur Trump, mais c'était clairement pas leur candidat favori. Ah mais bien sûr, ils en ont profité, ils essayent de le racketter autant que possible, ils profitent de l'opportunité que c'est un républicain comme eux, et qu'il est au départ fragilisé forcément par le fait qu'il arrive, qu'il prend le pouvoir, etc., qu'il a un certain nombre de guerres en face de lui, pour le prendre au mot si jamais il cède trop ou qu'il apparaît comme faible. C'est d'ailleurs, je fais juste une petite aparté, parce qu'on parlera de lui tout à l'heure, c'est toute l'intelligence de Macron. En fait, 90 milliards à Zelensky, c'est un mandat donné à Zelensky pour essayer d'embourber Trump. C'est à ça que ça sert, d'abord. C'est à ça que ça sert. C'est pas juste parce que... Est-ce que Macron croit vraiment que la Russie peut être un danger pour la France et pour l'Europe, à part la logorée qui vise à faire peur à la population? Le problème, c'est Trump. La guerre, la véritable guerre, c'est Trump. C'est entre les Européens et Trump. C'est Trump qu'il faut démolir dans cette affaire, en faisant durer les guerres autant que possible. Voilà. Donc en fait, il y a ces bellicistes qui poursuivent ceci par nostalgie de la grandeur. Les mêmes à qui, mutatis mutandis, le général de Gaulle a dit au départ « Vive l'Algérie française » et après, en 62, il a obtenu l'élection au suffrage universel et donc il les a balayés, je dirais, dans la masse. Mais il a mis 4 ans à la mettre de côté. Bon, Trump, ça fait jamais qu'1 an, donc il ne faut pas s'étonner. Et je trouve que la façon dont il a déjà mis Netanyahou de côté, en partie, parce alors, que on y reviendra, la façon dont il met la pression sur Zelensky, finalement, vous savez, c'est le mûrissement des bananes. Quand vous mettez les bananes dans un mûrissoir, vous mettez des bananes vertes, vous mettez des bananes avec de l'amidon et elles sont immangeables. Bon, quand vous les sortez 6 jours après avoir mis du gaz... le fameux chlordécone. Voilà, à l'intérieur. Bon, elles sont jaunes, c'est plus de l'amidon, c'est du sucre, et elles sont très bonnes à manger. Mais on est dans un processus de mûrissoir. C'est ça que je dis que Trump a apporté avec les démocrates. On était dans un processus qui allait droit vers la guerre mondiale, puisqu'il n'y avait que des bellicistes qui étaient derrière, et puis des gens qui faisaient de l'argent avec la guerre à tout prix. Bon... Alors arrêtons-nous justement sur ce point, si vous voulez bien, François Martin, parce que là, vous parlez des bellicistes, vous en parlez comme de l'ancien pouvoir démocrate, mais on en parle aussi comme une partie des républicains, dont le fameux Lindsey Graham. Et en réalité, on détache clairement une convergence entre ces bellicistes et aujourd'hui les projets européens, notamment d'Emmanuel Macron. Ah ben, on est tout à fait dans cette logique-là, bien entendu. Alors, Macron, lui, ne joue pas pour les marchands de canons américains, bien que qu'est-ce qui touche dans cette affaire, j'en sais rien, lui et d'autres. Mais lui, il joue, je pense, le fait qu'il est fidèle à l'ancienne camarilla, je dirais, progressiste américaine, c'est plutôt ça. Mais il y a effectivement la convergence de ces gens-là avec les marchands de canons qui reçoivent en pluie l'argent pour
pour leur réélection, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Trump avait, lors des élections de mi-mandat, lors de son premier mandat, vous vous souvenez que ça s'était mal passé pour lui, parce que en fait, le président de la commission qui distribuait l'argent était un de ses ennemis intimes de son propre camp, qui s'appelle Mitch McConnell, si vous vous souvenez. Il avait distribué l'argent à ceux qui étaient les partisans de la guerre, donc les amis des marchands de canons, et pas aux autres. Donc je pense que Trump pour les élections de mi-mandat... il a dû s'en souvenir. Oh là là, oui, certainement. Et je pense, juste pour finir sur cette idée, que Trump étant un homme ultra pragmatique, et pas un intellectuel, mais un intuitif, il sent les trucs. Je pense qu'il a une idée en tête, et ça c'est très important pour comprendre, c'est de gagner ces élections de mi-mandat. Parce qu'il sait que s'il les perd, il sera invalidé, il sera ou impuissant ou invalidé. Par contre, s'il les gagne, et je pense qu'il adore ce genre de situation où tout le monde dit qu'il va perdre, et il gagne. Et dans les procès, c'est pareil, c'est un type qui adore et qui a une appétence pour la sortie du chapeau au moment où tout le monde le croit perdu. La phrase qui dit « On te croit perdu, virgule, jamais tu n'as été aussi fort ». Voilà, c'est ça Trump. Et s'il gagne ces élections de mi-mandat, il aura été le seul, de mémoire avec Trump, à réussir ça, et derrière, il va dérouler, c'est là, dans les 2 ans qui viennent, l'année prochaine et l'année d'après, s'il gagne en novembre, là, on va voir un feu d'artifice de décision. Mais aujourd'hui, je pense que son objectif, c'est de ne fâcher, pour revenir à notre dualité, ni les uns ni les autres. Donc, ça veut dire quoi? Il faut faire du cinéma. Parce que si il pousse les bellicistes, il perd les magas. S'il va trop dans les magas, les bellicistes lui mettent les pots de banane et le cassent. Donc, il faut qu'il fasse du cinéma. Pour moi, l'opération de Maduro, c'est une opération de cinéma, avant toute chose, parce que les équilibres à l'intérieur de la société vénézuélienne n'ont pas tellement changé. Bon, Delcy a un peu rééquilibré les choses, elle a lâché des prisonniers politiques, mais en gros, on n'a pas vu se précipiter tous les marchands de pétrole au Venezuela, donc il n'a pas pris le pouvoir. Mais en même temps, elle fait faire dans les rues des manifestations contre l'Amérique. Enfin, c'est le retour vers l'Amérique est lent, quoi qu'on en dise. Donc, il n'a pas du tout pris le pouvoir. Bon, mais il a fait passer sur Internet un truc où il est en James Bond, accroché à un hélicoptère qui vole la nuit vers Caracas. Enfin, il en a fait. Et on va avoir... Pour moi, l'Iran, c'est largement une opération de cinéma. En tout cas, s'il reste cohérent avec lui-même, ce sera une magnifique opération de cinéma où il pourra dire « Regardez, l'Iran et tout ». Et puis, il tapera pas. Il paraît qu'il leur a proposé de taper les entrepôts vides et réciproquement. Et les Iraniens ont dit non, ça ne nous intéresse pas. Ou vous faites vraiment la guerre, ou vous ne la faites pas, mais nous, on marche pas. On participe pas au cinéma. Dans la combine, ouais. Mais c'est ça qu'il veut, en fait. Voilà. Bon, j'aimerais qu'on commence plutôt avec l'Ukraine, si vous voulez bien, François Martin. Vous dites dans votre précédent ouvrage que la guerre en Ukraine avait provoqué un basculement du monde. Oui. C'est aussi la béance, on va dire, de la fracture entre le Nord et le Sud, l'un en déclin, l'autre en pleine émergence, notamment avec les BRICS qui s'opposent à l'hégémonie du dollar. Aujourd'hui, est-ce que vous avez la même lecture ? Alors oui, sur le fond, oui, bien sûr, j'ai la même lecture. Mais je dirais qu'aujourd'hui, pour reprendre un peu ma comparaison tout à l'heure, les choses ne sont pas mûres. C'est pour ça que je ne crois pas ni aux négociations de Doha, ni à celles de Genève. Ce qui ne veut pas dire que je pense que le processus de mûrissement n'est pas nécessaire. Mais aujourd'hui, les bananes ne sont pas mûres, à mon avis. Pour un certain nombre de raisons. La première et la plus importante, c'est que l'élément central de ça, celui qui est capable de reconnaître la défaite, qui est Zelensky, puisque Trump ne veut pas prendre la responsabilité de dire « j'arrête ». Parce que là aussi, ces bellicistes vont lui dire
tu admets la défaite de l'Amérique, donc on ne te le permet pas. Donc, oui, parce qu'on le dit souvent, il pourrait tout simplement dire à Elon Musk que Starlink terminé et on en parlerait plus. Je pense que c'est ce qu'il va finir par faire au bout du compte. Mais il peut le faire 2 mois avant les midterms. Les midterms, et puis mettre en scène une grande réconciliation avec Poutine, en signant un accord, en dévoilant tout ce qui est en train d'être discuté sur le plan du business, ce que j'appelle les carottes, entre Kirill Dmitriev d'un côté, dont je rappelle qu'il était le représentant officiel de Goldman Sachs pendant toute la période de la guerre. Donc Poutine n'a jamais fermé la porte au business avec les États-Unis parce qu'il les connaît par cœur. Zelensky a reçu 90 milliards de dollars pour continuer la guerre à tout prix. Ça, de la part de l'Union européenne. Voilà, ça qui lui ont dit 17-18 milliards de la France. Qu'est-ce qu'on peut vraiment faire de pire pour emmerder Trump que de le fâcher entre les MAGA et les nostalgiques. Et on va donner de l'argent à Zelensky pour qu'il continue. Et Zelensky sait que même s'il voulait arrêter, il ne peut pas arrêter parce qu'il a besoin de se faire livrer ces 90 milliards de dollars, parce qu'autour de lui, il y a toute la camarilla des pirates, des voleurs, etc. S'il livre pas l'argent, il saute ou il est assassiné. Donc Zelensky est coincé aussi. Donc Zelensky fait semblant de négocier, mais il négocie pas. Trump fait semblant de négocier, il négocie pas parce qu'il se pose en monsieur bons offices alors qu'il est un des 2 belligérants, c'est quand même énorme. Et à mon avis, Poutine fait semblant de négocier aussi parce que Poutine ne veut pas mettre Trump dans l'embarras, il veut contribuer à lui sauver la face, alors que tout le monde sait que les choses s'arrêteront lorsque Poutine dira j'ai conquis tout ce qui m'intéresse, maintenant si vous voulez faire la paix, vous la faites, sinon j'irai jusqu'à Odessa. Donc je dirais que les choses aujourd'hui, pour un certain nombre de raisons, l'argent, Zelensky n'est pas prêt, Trump n'est pas prêt, et Poutine n'est pas prêt. Par contre, si le processus, à mon avis, cet été, n'a pas véritablement avancé, parce que Zelensky continue à vouloir faire semblant de se battre, puisqu'il a plus d'éléments. Aujourd'hui, c'est des considérations mafieuses qui le poussent à se battre, et pas des considérations géopolitiques. Bon. Il reste à Trump la carte maîtresse qui consiste à dire « Joker, on arrête, c'est fini, vive moi, vive la paix, Bien sûr. Et en avant vers les midterms. » Je vous propose qu'on écoute justement les principaux dirigeants autour des négociations de Genève, c'est-à-dire Zelensky, Umerov, le chef de la délégation ukrainienne, ainsi que Donald Trump. I think that they never had another goals. Je pense que le seul objectif des autorités russes a toujours été l'occupation de l'Ukraine et qu'ils veulent au minimum le Donbass, la région de Donetsk, dans son intégralité. Mais leur but est clairement de présenter cela comme une victoire pour leur société. Peut-être même pas pour la société, mais pour Poutine lui-même. C'est une victoire pour lui-même, vous savez. This is victory for himself. You know, we can't withdraw. Nous ne pouvons pas simplement nous retirer de notre territoire ou échanger une partie de notre territoire contre une autre. C'est un peu fou, je suis désolé. Il ne s'agit pas seulement de terre. 200 000 personnes y vivent, des centaines, non, des milliers y ont perdu la vie. 200,000 people there. Nous nous concentrons sur les dispositions clés nécessaires pour finaliser le processus. Il s'agit d'un travail complexe qui nécessite un alignement entre toutes les parties et suffisamment de temps. Des progrès ont été réalisés, mais aucun détail ne peut être divulgué à ce stade. L'Ukraine ferait mieux de venir à la table des discussions et rapidement. C'est tout ce que j'ai à dire. Nous sommes en position de force, nous voulons qu'ils viennent. Alors, votre commentaire, François Martin ? Chacun est dans son rôle, là. Zelensky est parfaitement dans son rôle. Et je dirais que paradoxalement, en poussant cette situation pour le moment, il rend service aux Russes parce qu'il permet aux Russes de continuer à dérouler leur affaire jusqu'à au moins qu'ils obtiennent la clé, à mon avis, du Donbass qu'ils recherchent depuis le début, c'est-à-dire Slaviansk et Kramatorsk. Lorsqu'ils auront pris Slaviansk et Kramatorsk, à mon avis, là,
là, on va basculer dans une autre donne géopolitique parce que les Russes auront conquis la totalité du Donbass dont ils ont besoin. Et à ce moment-là, je pense que le deal, ça sera où on arrête, où on va jusqu'à Odessa. Je suis pas certain aujourd'hui que Poutine ait véritablement choisi ce qu'il veut faire. Je pense que s'il a quand même relativement confiance dans la possibilité pour les Occidentaux de tenir leurs engagements, il pourrait se contenter de ce qu'il a. Mais comme par ailleurs, nous ne montrons pas non plus une véritable force de caractère pour tenir un engagement quel qu'il soit, il est possible qu'il se dise, pour ma sécurité, il faut que j'aille jusqu'à Odessa, parce que sinon, j'aurai toujours une place forte en face de chez moi pour tirer sur la Crimée. Donc, je ne peux pas me permettre. Alors, il a donné des indications dans les deux sens. Si l'Ukraine perd Odessa... L'Ukraine n'existe plus, pratiquement. Parce que les Polonais revendiqueront leur part, les Hongrois revendiqueront leur part, tout ça sera la curée, cet État disparaîtra. Il y a toutes les chances. Donc, et est-ce que Poutine est prêt à lâcher Odessa pour avoir une véritable paix, y compris avec l'Occident, puisque je pense que la conséquence de tout ça, et là c'est l'autre partie de la négociation, là, ce que j'appelle les bâtons, c'est comment on fait pour arrêter de se taper dessus, et les carottes, c'est comment on va se partager le reste du monde entre Russes et Américains. On n'en parle pas, on fait ça sous le manteau, mais je pense que beaucoup de banquiers entre les Russes et les Américains doivent beaucoup discuter. Et il y a des sommes absolument gigantesques à se partager là-dessus. Le jour où Trump, pour des raisons politiques, annonce ça et Poutine, l'Europe explose. Élise, l'Europe explose. Parce que nous, on ne va pas accepter d'aller continuer à faire semblant de faire la guerre aux Russes, alors que les Américains, par derrière, font des centaines de milliards de contrats avec les Russes. Donc, les premiers qui partiront, ça sera les Allemands, qui ont la prospérité avec les Russes et la ruine avec les Américains. Donc, ils vont s'en aller. Et nous, on restera comme le capitaine du Titanic, droit dans les bottes pendant qu'on coule. Et les gros Hongrois sont déjà partis. Et à mon avis, les Polonais et les Baltes seront les premiers à virer de bord, parce qu'ils verront qu'à partir du moment... Aujourd'hui, ils gagnent beaucoup d'argent avec la guerre, parce qu'ils sont tout près de la frontière et ils sont la base arrière de la puissance otanienne pour essayer de montrer qu'on est prêt à se défendre contre les Russes. Donc les Allemands font beaucoup d'argent, les Polonais font beaucoup d'argent, tout ce qui est reconstruit, c'est reconstruit en Pologne, et les Baltes aussi, qui viennent de mettre une énorme base, etc. Donc ça permet de gagner de l'argent. Mais le jour où ils se diront, les Américains sont copains avec les Russes, mais nous on n'est plus, ils se diront, et nous alors, on est les plus proches. Donc, à mon avis, tout le monde ira vers les Russes à ce moment-là. Et c'est là, je pense qu'à ce moment-là, Poutine aura véritablement gagné son pari, celui qui recherche depuis 2000, depuis qu'il a pris le pouvoir, c'est comment faire pour se réamarrer à l'Europe. Se réamarrer l'Europe, casser cette espèce de blocage. Et c'est passé par une période intermédiaire depuis 2022, qui consiste non pas à décapiter l'Europe, ce qu'il ne peut pas faire, mais à dévitaliser l'Europe. Et il l'a dit tout au début de la guerre, il a dit aux Russes, premièrement, nous ne vivrons pas avec un pistolet sur la tempe, ça veut dire nous ne permettrons pas que l'Ukraine s'otanise, ce qu'elle était déjà sous une forme informelle avec le PPP, le partenariat pour la paix que j'ai décrit dans mon premier livre, mais surtout, il a dit, mais mes collègues européens ont oublié une chose, c'est la fracture sociale, avec les désagréments que ne manquera pas de provoquer la guerre, il me semble impossible que les élites actuelles se maintiennent au pouvoir. C'est ça qu'il a dit. Donc c'est son objectif, c'est de faire sauter les élites. Et Trump est partie prenante de ce projet politique, c'est évident. Alors, donc ça, c'est un peu notre chance, nous, en tant que c'est notre opportunité, en tous les cas. C'est notre opportunité.
On a vu à la fin de ces vidéos, là tout à l'heure, que Donald Trump était assez virulent à l'égard de l'Ukraine et donc particulièrement de Volodymyr Zelensky. J'ai lu à plusieurs reprises que le 24 février, Volodymyr Zelensky, à l'occasion de l'entrée dans la 5e année ouverte de guerre, eh bien, il devait faire un discours. Certains disent qu'il va annoncer la tenue d'élections progressivement, ou du moins les conditions dans lesquelles des élections peuvent se tenir en Ukraine. Est-ce que vous avez le sentiment que Donald Trump va le pousser dehors? Écoutez, ça dépend si... aujourd'hui, Zelensky est quand même un pion important, parce qu'il tient pas mal de choses, il tient les affaires de corruption, il tient quand même le pouvoir. Si finalement il fait la politique que Donald Trump veut faire, Trump n'aura peut-être pas forcément besoin de le pousser dehors. Est-ce qu'un autre ferait une politique plus conforme à celle que veulent les États-Unis aujourd'hui? Il n'en sait rien. Zelensky doit jouer un jeu assez subtil parce qu'en même temps, il fait le monsieur non, moi jamais, etc. Et puis en même temps, plus Trump lui met la pression, je pense qu'il va être obligé d'y couper. On a senti déjà avec les affaires de corruption qu'on commence à lui mettre sur le dos. Dont on ne peut pas trop parler non plus, parce que quand il y a de la corruption en Ukraine, ça veut dire qu'il y a des rétrocommissions chez nous. Donc si on sort les affaires de commission versées aux amis de M. Zelensky, on va savoir qu'en retour, il a payé telle ou telle personne aux États-Unis ou en Europe. C'est ça qui nous embête dans cette affaire. Donc c'est pour ça que moi, j'ai pas pensé non plus qu'on allait véritablement mettre toutes les affaires de corruption et laver le linge à l'ukrainienne, parce qu'on est trop, on trempe dedans, nous. Dans ma vie des affaires, j'ai jamais vu le fait que le corrupteur ne s'enrichisse pas quand il paye le corrompu. Bien sûr. Il reçoit entre 10-20% ou la moitié de ce qu'il donne en retour. Donc, c'est un jeu à deux, ça. Bien sûr. Voilà. Sûr. Alors, tout à l'heure, vous évoquiez la possibilité de voir globalement une situation un petit peu se figer, tout en reprenant des activités économiques, notamment entre Washington et Moscou. J'aimerais, dans ce cadre, qu'on écoute Caroline Galacteros lors de sa dernière vidéo publiée sur sa chaîne YouTube sur Paix et Guerre. Deux lignes aussi diplomatiques qui se font de plus en plus d'ombre. Sergueï Lavrov avait exprimé quand même des critiques, il n'est pas le seul, sur la bonne volonté vraiment très, très durable et résistante du président Poutine. Il y a une ligne économique avec Kirill Dmitriev qui continue à discuter avec des émissaires américains, toujours les mêmes, Witkoff et Kushner. De l'autre côté, la partie plus professionnelle, si vous voulez, plus diplomatique et qui, elle, traite de l'Ukraine en tant que telle, et qui est là confiée à des diplomates de métier, qui n'ont manifestement pas la manière de voir les positions américaines que Dmitriev, qui lui, bon, je ne dirais pas que c'est un enfant des États-Unis, mais enfin tout son parcours l'incline à être dans une dynamique plus ouverte et peut-être plus compréhensive vis-à-vis des demandes américaines. Quant aux Ukrainiens, on connaît la position. Zelensky se montre plus buté que jamais sur tous les points. Alors bien sûr, j'en profite pour rappeler à nos téléspectateurs qu'ils peuvent retrouver Caroline Galacteros sur sa chaîne YouTube, sur Paix et Guerre, et particulièrement cette dernière vidéo. Oui. Est-ce que vous partagez cette lecture aussi, avec cette déconnexion entre deux branches diplomatiques, l'une qui ne l'est pas vraiment, qui fait du business, et l'autre qui est sur la diplomatie? Bien sûr, à 100%. Et d'ailleurs, je l'ai écrit dans le livre, et je le dis depuis longtemps. C'est ce que j'appelle les bâtons d'un côté et les carottes de l'autre. C'est ce que je pense. Et en plus, c'est la bonne vieille méthode avec le gentil, la main tendue du gentil et le poing du méchant, et on discute les deux en même temps. Et ça, c'est la force des Russes de faire ça. Et c'est aussi la force de Trump pour convaincre ces lobbies, les lobbies qui sont derrière lui, parce que
par-dessus la tête, en fait, des marchands de canons, parce qu'on parle toujours des marchands de canons, mais en réalité, les principales de ces entreprises, elles sont entre les mains, en fait, des financiers américains. C'est cela qui compte, c'est les BlackRock, les gens comme ça. Or, ces gens-là sont autant intéressés par les dividendes de la paix que par les dividendes de la guerre. Et ils gagneront bien plus avec les dividendes de la paix qu'avec les dividendes de la guerre. Et Trump n'a pas manqué de leur expliquer. C'est pour ça, et Poutine le sait tellement bien qu'il a nommé Kirill Dmitriev comme chargé des investissements étrangers en janvier ou février 2025, c'était dès que Trump est arrivé. Il lui a mis, je dirais, la carotte sous le nez à ce moment-là. Or, Dmitriev et Kouchner, qui est, je rappelle, considéré comme le principal conseiller de Trump, ça c'est... et qui est son gendre qui est son gendre, le principal de conseiller de Trump, et Dmitriev, qui a fait Harvard, je rappelle, ou Stanford, peut-être Stanford, se connaissent depuis 2015. Puisque Dmitriev, à l'époque du système communiste, a eu une dérogation pour faire ses études aux États-Unis. C'est un type assez talentueux, quoi qu'on en dise. En plus, ils sont de la même génération, puisque Dmitriev doit avoir 50 ans et Kouchner a 44 ans. Donc, ils se connaissent, ça fait 10 ans qu'ils se connaissent. Donc, très intelligemment, Poutine l'a mis en première ligne dès le début. Mais, si je me souviens bien, lors des premières négociations qui devaient avoir lieu à Riyad, Lavrov n'avait pas voulu qu'il fasse partie de la délégation. Mais Poutine l'a imposé. Pas dans la délégation, mais en marge, quoi. En marge, voilà. Mais il y a toujours ça, les deux. Et ce que je veux dire, c'est que les financiers américains, aujourd'hui, ils disent « Ok, tu me promets de l'argent pour plus tard, avec les mines, avec le pétrole, avec le gaz, avec l'Arctique, avec tout ça. Nous, on est bon, mais pour l'instant, nous, on gagne de l'argent en vendant les armes. Donc, attends qu'on ait fini de vendre les armes, et puis quand on aura fini, on verra le reste. Ils veulent les deux. Bien entendu. Mais c'est les mêmes. Donc, l'idée de Trump, et ça je le pense depuis le début, et je l'ai dit dans le livre, et je l'avais dit dans le livre précédent, je pense, c'est d'essayer de les convaincre qu'il faut enlever à ces hyènes le gros nonos de la guerre pour leur mettre un nonos encore plus gros, qui est celui de la paix. Mais aujourd'hui, ils tiennent l'un, mais pas encore l'autre. Donc, ils ne veulent pas lâcher. Alors évidemment, mais ils lâcheront. L'autre point crucial de la politique internationale qui pose problème à Donald Trump, c'est pas évidemment l'Ukraine, c'est bien entendu le Proche-Orient. Ce que je vous propose, c'est d'écouter dès à présent Nicolas Mirkovic. Il était à votre place la semaine dernière et il évoquait la proximité de Donald Trump avec Benjamin Netanyahou. On peut se demander quelle est la stratégie. Pourquoi est-ce que Netanyahou voit Trump pour la 7e fois ? Il est sous mandat d'arrêt international, je rappelle, par le tribunal pénal international. Pourquoi cela ? Pourquoi c'est une bonne partie de la base de Donald Trump dit pourquoi est-ce qu'on met autant d'efforts ? Pourquoi est-ce qu'on prend autant de risques ? Est-ce que nous n'avons pas au Moyen-Orient, alors que nous avons élu un président qui avait dit qu'il allait réparer les routes aux États-Unis, qu'il allait investir dans les universités, qu'il allait protéger nos frontières ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, François Martin, justement ? Pourquoi cette conjugaison quasi parfaite, du moins d'apparence, entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou ? Alors, moi je pense, d'abord Nicolas a absolument raison, je pense que pratiquement dans les va-t-en-guerre trumpistes, ce que j'appelle les nostalgiques de la puissance passée, il y a deux sortes. Il y a les anti-russes, qu'il a réussi avec sa politique de la carotte à mettre un peu de côté, puisque c'est lui qui a l'air de maîtriser l'agenda aujourd'hui vers la paix, qui n'est pas encore mûr, mais vers la paix. Et les autres, c'est les pro-sionistes. Alors, les pro-sionistes ont du plomb dans l'aile, d'abord parce que l'opinion américaine a énormément évolué à cause de Gaza. Comme on l'a vu, Mamdani est élu par 35% des Juifs, maire de New York. Des Juifs de New York, alors qu'il est ouvertement pro-palestinien et qui déclame le Coran chaque fois qu'il fait un discours. Donc, malgré ça, 35% des Juifs new-yorkais votent pour lui. Ça veut dire qu'il y a bien une déconnexion aujourd'hui entre les Israélites
d'une part, et les sionistes d'autre part, de plus en plus grandes. Pour autant, les sionistes, avec l'AIPAC, avec etc., tout ce qu'on voit par ailleurs avec l'affaire Epstein, un lobby etc., très puissant, l'AIPAC. sont extraordinairement puissants, et on sent que Trump est encore, je dirais, relativement fortement dans leurs pattes, même si un certain nombre d'indices montrent que les choses sont en train de changer. Pardon, mais vous faites un lien avec l'affaire Epstein, justement. Est-ce que le fait de révéler de plus en plus de documents, comme l'a fait le département de la justice, c'est concrètement pour mettre un petit coup de pression aussi sur ces lobbies qui s'infiltrent ? Ah ben, c'est évident. C'est évident. Il y a deux objectifs dans cette affaire Epstein, je pense. L'une, c'est de taper directement l'état profond que Donald Trump déteste. Et en particulier, il veut se payer les deux chefs de son opposition, c'est-à-dire Obama et Clinton. Alors, il obtiendra peut-être pas la tête d'Obama par l'affaire Epstein, mais plutôt par le Russiagate. Mais l'autre qui va se payer, c'est je dirais le frère et la sœur Clinton, si on peut dire, monsieur, madame, qui sont comme larrons en foire. Il a fait quand même ce qui compte, c'est pas de prendre l'avion avec Epstein, c'est de prendre le Lolita, celui qui va dans l'île. Hein. C'est ça. Clinton a quand même pris 26 fois le Lolita pour parler de causes humanitaires. Dans un jacuzzi avec deux jolies nanas, mais c'était pour parler de questions humanitaires. Oui, et puis on se rappelle de ce drôle de tableau de Bill Clinton dans une robe bleue avec des escarpins rouges à talons. Voilà, c'est ça. C'est étonnant. Donc, mais quelque part, ça a révélé aussi les liens avec Israël. C'est très mauvais, si vous voulez, vis-à-vis de l'image d'Israël et vis-à-vis de cette idée comme quoi l'Amérique ne fait pas la politique de l'Amérique, mais fait la politique d'Israël. Qui a été le reproche principal qu'ont fait des gens comme Tucker Carlson, par exemple, en disant qui c'est qui dirige l'autre, quoi. Donc, Trump n'est pas sorti de cette gang, je dirais aujourd'hui, et de ces gangs. À plus forte raison que Donald Trump est quand même souvent cité quand on parle des dossiers Epstein. Et force est de constater qu'il a quand même, à un moment donné, côtoyé Jeffrey Epstein. Il ne faut pas le dire, n'est pas non plus faire de l'anti-Trumpisme primaire, c'est la réalité. C'est évident. Mais d'une part, on n'a aucune preuve comme quoi Trump a jamais pris le Lolita. Il a pris l'avion d'Epstein parce que Epstein habite à Palm Beach à côté de Mar-a-Lago. Donc des fois ils ont pris l'avion ensemble parce que Epstein lui a proposé de le conduire à New York ou de le ramener. Donc il a eu l'occasion de prendre cet avion. Il l'a viré de chez lui à un moment donné. Fin des années 90 parce qu'il draguait une des filles qui travaillait chez Trump dans sa résidence. C'est lui qui l'a fait arrêter en 2019, faut pas oublier. S'il était mouillé jusqu'au cou, il l'aurait pas arrêté, que personne l'a arrêté avant lui, c'est lui qui l'a fait. Ce qui est drôle, c'est quand on dit Trump et Epstein se connaissent très bien, on revoit toujours les mêmes photos. Il y a 3 photos et on revoit toujours les mêmes. Et Trump est assez jeune, il faut l'avouer. Et Trump est jeune, effectivement. Donc, je pense que c'est peut-être pour ça que Trump a hésité en se disant je vais me faire attaquer. Mais en fait, si lui se fait attaquer, les autres se font attaquer 1000 fois plus. Et je pense que c'est ce qui est en train d'être prouvé petit à petit par les enquêtes qui ont déjà eu lieu au moment du procès. Alors, je ne crois pas qu'il n'y a pas eu un procès pour Epstein parce qu'il est mort avant, mais il y a eu le procès de Ghislaine Maxwell. Bon, si on avait pu avoir des preuves flagrantes du caractère, je veux dire, pédocriminel de Trump à ce moment-là, c'est clair que ça serait sorti. Moi, c'est ça qui m'a convaincu du fait qu'en fait, Trump est un peu de côté dans cette affaire, parce que sinon, comme tout a été étudié par des juges, à une époque où Trump briguait la présidence mais ne l'était pas, je me suis dit, mais s'ils avaient eu la moindre preuve, il aurait sorti. Donc s'ils l'ont pas sorti, c'est qu'il est peut-être pas blanc comme neige, mais en tout cas... mais bon, votre question, c'était par rapport à Israël. Je pense que ça dessert les intérêts d'Israël également, parce que la collusion d'Israël dans cette affaire énorme et gigantesque, non seulement de pédocriminalité, mais également de corruption et de pression politique, Israël joue un jeu
absolument majeur dans cette affaire. Donc, mais comment faites-vous le lien entre le dossier Epstein et la question israélienne, pardon ? Parce que Epstein est un agent du Mossad. On le voit. C'est pas Epstein qui a mis des centaines de caméras à l'intérieur de toutes ses résidences en France, sur l'île, à New York et partout. Il est au service d'un lobby étranger. C'est ça le problème. Je rappelle que sa copine, c'est Ghislaine Maxwell, dont le père était aussi un agent du Mossad officiel, qu'on a retrouvé noyé à côté de son bateau. Au large des Baléares, pas des Baléares. Non, pardon, c'est vous ça. Au large des Canaries. Exact. Des Canaries. Et ce qui se dit, c'est qu'il a essayé de faire chanter le Mossad et qu'il leur a demandé 300 millions de dollars et que le Mossad l'a fait assassiner. Et ensuite, il a été enterré en Israël avec des hommages nationaux extraordinairement dithyrambiques en disant que ça avait été un des plus grands soutiens d'Israël depuis qu'Israël existe. Donc, les connexions, je dirais, entre Epstein, Ghislaine, Robert Maxwell et Israël sont totales. Et ça dessert donc, Israël. Est-ce que vous diriez justement que la sortie de ce dossier Epstein pourrait être un peu mis en parallèle, j'allais dire, du scandale de corruption ukrainien, mais puissance 10 évidemment, pour précisément avoir une action sur la scène internationale ? Pardon ? Est-ce que finalement cette révélation autour du dossier Epstein pourrait faire le même effet que le scandale de corruption en Ukraine, c'est-à-dire pour calmer peut-être les ardeurs d'un côté de Volodymyr Zelensky, de l'autre côté celle de Benjamin Netanyahou en disant non, on va pas forcément faire. Je suis pas sûr que ça touche Netanyahou véritablement. D'abord parce que c'est très ancien, c'était avant Netanyahou. Il y a d'autres dirigeants israéliens, semble-t-il, qui sont pris les pieds dans le plat, qui ont voulu goûter au plat qu'ils étaient censés servir, semble-t-il. Mais je suis pas sûr que... Enfin, on voit pas apparaître ici ou là disons, de choses qui touchent Netanyahou. Je pense que Netanyahou a beaucoup de défauts, mais il n'a pas l'air d'être... un grand pédophile, enfin ça, c'est pas ce qui apparaît. C'est quand même une qualité non négligeable, oui. On peut lui reconnaître. Par contre, alors pour répondre à votre question sur les signes qui laissent à penser que Trump en fait n'est pas un véritable sioniste, mais qu'il attend le moment préférable pour mettre de côté les sionistes, il y en a un qui me semble quand même très important, c'est le document, la doctrine de sécurité nationale. Bien sûr. Parce que si vous regardez ce qu'il dit sur le Moyen-Orient, il dit quand même une chose qui est extrêmement importante, il dit le Moyen-Orient n'est plus pour nous une région stratégique. Alors qu'on sait qu'Israël est là pour être le gendarme des États-Unis vis-à-vis de ces pays arabes qui sont censés nous livrer le pétrole, on voit très clairement que les États-Unis ont pris en compte le fait qu'aujourd'hui, ils étaient autosuffisants en pétrole et que par contre, si le Moyen-Orient reste extrêmement important et utile, et c'est ce que dit Trump, c'est pour en faire une région d'enrichissement mutuel, c'est ça, c'est à ça que ça doit servir. Non seulement la Riviera, mais également tout le reste du Moyen-Orient. Et dans ce sens-là, il est certain que s'il déclenche une guerre avec l'Iran, où l'Iran a dit d'une façon extrêmement intelligente que s'il y avait une guerre, ce serait une guerre régionale, c'est-à-dire qu'il se réservait de tirer sur le Qatar, sur les Émirats arabes unis et sur l'Arabie saoudite, alors que par ailleurs, ils ont fait tous les efforts possibles pour se rapprocher de l'Arabie saoudite à travers le traité de Pékin, sous l'égide. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'ils disent qu'ils se réservent le droit de taper sur l'Arabie saoudite, qui est quelque part leur allié ? Mais parce qu'ils veulent donner à ces pays-là un argument pour dire à Trump ne le fais pas. Parce qu'on sait très bien que s'il y a 3-4 bombes qui tombent dans la région, plus personne ne mettra un copec. C'est la fin du rêve de Trump de l'enrichissement du Moyen-Orient. Oui, bien sûr. Donc je pense qu'il ne le fera pas. Pour cette raison, je pense qu'il ne le fera pas. Alors, il fait un show. S'il finit par taper et qu'il se met entre les pattes des sionistes et qu'il tape, à mon avis, il fait
il coule tout son projet, voilà. Parce qu'il y aura ça, donc ces pays-là iront vers la Chine, ils iront chercher la bombe et ils iront vers la Chine. Donc là, c'est take it or leave it, je dirais. Il y a ça. Il y a le fait qu'ils vont fermer le détroit d'Ormuz comme ils l'ont déjà fait momentanément. Donc le pétrole va monter comme ça et l'essence aux États-Unis, ce que les Américains détestent. Tous les MAGA vont dire c'est la ligne rouge que tu avais promis de pas franchir, tu vas le faire. Ça se répercutera sur les midterms. Et une autre raison que l'on ne voit pas, c'est que quand vous faites une guerre, si vous ne voulez pas être mis en cause, vous mettez toujours des proxys devant vous. Parce que comme ça, si les proxys prennent des coups, vous dites c'est pas moi, c'est lui. Mais là, il y a un proxy d'un côté, c'est l'Iran, qui est le proxy de la Chine, et en face, les Américains sont en prise directe. Donc si les Iraniens coulent un bateau, même pas un bateau, un porte-avions, s'ils coulent un bateau américain, le monde entier dira c'est un tigre de papier. Bien sûr. Donc c'est très très grave géopolitiquement que vous ayez, vous, en face d'un proxy, parce que si vous lui bourrez le nez, on dit c'est normal. Si c'est lui qui vous bourre le nez, on dit le petit a tapé le gros. C'est très mauvais pour le gros. Donc, je pense qu'il n'est absolument pas, pour toutes ces raisons, les raisons du Moyen-Orient d'une part, les raisons des midterms d'autre part, et les raisons le rapport proxy direct, je pense que Trump nous fait un cinéma, mais il va le faire jusqu'au bout, comme dans le catch. Voilà, il va nous faire le truc du catch. Ah, et puis il va sortir d'une certaine façon, soit parce qu'ils ont trouvé un accord avec les Iraniens. Les Iraniens, ils vont revenir aux accords précédents, c'est-à-dire on confie nos 400 kilos d'uranium enrichi, on les confie aux Russes. Comme ça, nous, on promet qu'on on va pas faire la bombe, mais on touche pas aux balistiques. Bon. Bien sûr. Ce que veut Israël, en fait, c'est qu'il touche aux balistiques. L'enjeu aujourd'hui de cette montée aux extrêmes, en tout cas TikTok, je pense que c'est la question du balistique. Parce que pour les Israéliens, c'est ça l'enjeu, c'est ça qui leur a fait mal au moment de la guerre des 12 jours, et c'est la véritable dissuasion iranienne. Bien sûr. Bon, si on ne touche pas au balistique, ça voudrait dire d'une part que Israël est véritablement sur la touche, et ça voudrait dire que l'Iran aura gagné, et que les BRICS auront gagné. J'aimerais qu'on consacre quand même une petite parenthèse à la fin de cette émission pour parler de nous, pour parler de l'Europe et surtout particulièrement de la France. Oui. Vous faites référence à plusieurs reprises dans votre livre, vous l'avez déjà fait dans cette émission, au général de Gaulle, à cette forme de souveraineté qui faisait partie intégrante de ses projets pour notre pays. Oui. Aujourd'hui, on voit que les deux sujets principaux que nous vient d'évoquer, qu'il s'agisse de la guerre en Ukraine ou du Proche-Orient, globalement, la France n'a plus véritablement d'action, sinon au travers d'une Europe assez peu démocratique, puisque globalement c'est Ursula von der Leyen qui agit quasi en autonomie, pour ne pas dire davantage. Aujourd'hui, comment voyez-vous les choses? Parce que vous n'arrêtez pas dans votre livre de rappeler que ce chaos du monde est certes plein de risques, mais qu'il est aussi vecteur d'opportunités que nous pourrions encore saisir. Le problème aujourd'hui, bien sûr, ce sont nos dirigeants. Ah ben ça c'est clair, hein, c'est clair. Alors Macron est le plus emblématique d'entre eux, comme j'ai dit. Lui, il a choisi son camp. Vous savez, à Chicago, vous avez les partisans de Lucky Luciano qui tiennent l'est de la ville et les partisans d'Al Capone qui tiennent l'ouest. Bon, si vous faites partie d'un clan, vous changez pas de clan. Si vous êtes la fille d'Al Capone, vous n'allez pas vous marier avec le fils de Lucky Luciano, sinon vous déclenchez la guerre des gangs pendant 50 ans. Bon, donc là, Macron, lui, il est dans son camp. Son camp, c'est le camp des démocrates. Donc, il est le chef aujourd'hui de l'opposition internationale à Trump, on peut le dire comme ça, d'une certaine façon, même si cette opposition est feutrée et qu'elle se présente à travers les sourires, etc. Celui qui veut la peau de Trump de la façon la plus forte, je pense, c'est Macron.
Et les 90 Vous milliards, dites, c'est une énorme peau de banane. Vous dites qu'il y a un lien avec les démocrates, mais encore une fois, comme je l'expliquais tout à l'heure, il pourrait très bien y avoir un rapprochement avec un républicain comme Lindsey Graham et Emmanuel Macron. D'une certaine façon, oui, bien sûr, parce que quand vous cherchez l'opposition à quelqu'un, tous les opposés à celui-là sont vos amis, mais c'est ça. Et puis d'un autre côté, Trump a bien évidemment démontré, lui, J.D. Vance, dès le mois de février 2025, dès la prise de pouvoir, Rubio encore récemment, sauf que Rubio joue un peu le jeu du oui, on n'est pas les méchants et les gentils, mais ils veulent la peau de l'Europe de Bruxelles, c'est clair. Dans le document de sécurité nationale auquel il faut toujours se référer, et je le décris très largement parce que la doctrine et la pratique, c'est deux choses différentes. Bien sûr. C'est pas parce qu'on a une doctrine qu'on la suit par la pratique. Mais la pratique, la doctrine, si une doctrine existe, ça veut dire quelque chose. C'est pas simplement comme s'il n'y en avait pas. Or, là aussi, la doctrine dit, premièrement, nous avons absolument besoin de vous, les Européens. Le fait que les Américains considèrent et affirment le fait qu'ils ont besoin des Européens, ça veut dire quelque chose. Deuxième chose, on a besoin des Européens, mais pas de vous. On n'a pas besoin de vous. Vous allez dans le mur. Vous êtes morts civilisationnellement parce que vous ne croyez plus à vos valeurs, confère le discours de Vance que je reprends aussi, qui est absolument... La conférence de Munich, mais pas la dernière, c'est de l'année précédente. Qui est totalement limpide, quoi. Donc lui, il est envoyé pour dynamiter cette Europe de Bruxelles. On veut une Europe des nations. Alors, en même temps, on veut une Europe des nations et en même temps, on s'en sert comme d'un paillasson en disant on va vous piquer le Groenland, etc. Donc là, il y a une contradiction, je dirais, entre la pratique et la doctrine. Mais la doctrine dit quand même on veut une Europe des nations. Donc nous avons là une opportunité de faire quelque chose. À condition, encore une fois, que Trump reste au pouvoir. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça, c'est pas gagné. Oui, si mais alors, effectivement il prend une banane aux midterms, il a dit lui-même que ses adversaires allaient essayer de tout faire pour l'impeachment s'il perd. Mais par contre, s'il gagne... si en Europe, on conserve les mêmes dirigeants que ceux que nous avons à l'heure actuelle, je parle évidemment d'Emmanuel Macron, de Friedrich Merz, même s'il y a des fritures sur la ligne, du Britannique, même s'il n'est plus à l'intérieur de l'Union européenne, je parle évidemment pas d'un Orban ou d'un Fico, bien sûr. Mais si on reste avec les dirigeants européisto-atlantistes, j'allais dire, comme ceux que l'on a aujourd'hui en France, il y a peu de chances qu'on puisse saisir des opportunités. Ah, mais on ne les saisira pas, mais mettez-vous à la place, je veux dire, chaque fois que vous avez une grande décision géopolitique qui se passe, à laquelle un dirigeant n'a pas cru ou a combattu, son discrédit est total. Imaginez qu'on annonce à grand renfort de trompettes et de clairons que ça y est, les Américains et les Russes se revoient, que Poutine va à New York ou que Trump va en Russie ou qu'ils se voient et que c'est fini, ça y est, et puis on va faire des affaires, etc. Imaginez le discrédit des trois Dalton européens, des 4 Dalton, si je mets Ma Dalton dans la combine. Ursula Dalton dans la combine, quoi. Leur discrédit sera total. C'est pour ça qu'ils poussent les feux. On va dans le mur, accélérons. C'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. Mais je trouve qu'on ne se projette pas assez dans le résultat d'une réconciliation réelle entre les Américains et les Russes. Là, le paysage change totalement. Et nous, nos dirigeants seront balayés à ce moment-là. Seront balayés. Alors, je pense que tant qu'ils croient encore que Trump peut perdre, ils ont intérêt à jouer la carte de l'anti-trumpisme primaire et viscéral et de l'anti-poutinisme qui est en fait un anti-trumpisme. Je dirais que c'est ça. Parce que leur danger, celui qui les menace, c'est Trump, c'est pas Poutine. Hein. Poutine n'a pas dit qu'ils devaient sauter, qu'ils devaient perdre leur poste. C'est Trump qui l'a dit. Donc,
Donc je pense que on ne se projette pas assez dans cette configuration-là, mais si effectivement c'est ça qui se passe, Macron, bon, il va rester, mais ça sera un peu, je dirais en France, l'heure des souverainistes. Hein. Ça sera l'heure. S'il y a une réconciliation comme celle-là, c'est Madame, c'est la dirigeante de l'AfD qui sera chancelière. En Allemagne. En Allemagne. Et le lendemain, elle est à Moscou en disant « Rendez-moi mon gaz, ouvrez-moi le robinet du quatrième pipeline qui est vide et qui fonctionne. Rendez-moi mon gaz. » Et pour la France ? Eh bien, la France, ça sera le temps des désespoirs ou des déconvenus, ça sera le temps magique, le temps de Jeanne d'Arc peut-être. Le temps suspendu. Le temps suspendu, c'est ça. Je vous remercie beaucoup François Martin. Je rappelle le titre de ce dernier ouvrage, Le chaos du monde, c'est aux éditions Jean-Cyril Godefroy et c'est bien sûr disponible à la fois dans la description juste en dessous de cette vidéo, mais bien sûr directement sur le site de tvl.fr sur la rubrique boutique. Chers amis, cette émission est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas qu'il fallait la commenter, l'agrémenter d'un petit pouce en l'air, bien sûr, la relayer au maximum. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro. En attendant, portez-vous bien. À bientôt.